Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse de questions d'actualité, des questions économiques, des questions politiques, grâce notamment aux journalistes de Kinshasa ou de la rédaction. Aujourd'hui, comme toujours, l'équipe affiche complet pour analyser et débattre. Nous avons le réel plaisir de recevoir des journalistes émérites de Géopolis Télévision. Je commence par Théo Ngandou. Bonjour Théodore. Bonjour Patrick Ilunga et bonjour également à tous nos téléspectateurs qui doivent nous suivre tout à l'heure. Et Ouais. bonjour également à tous mes confrères qui sont avec nous ici sur le plateau. Très bien, Théodore Ngandou qui est un des journalistes de la rédaction des Géopolis Forum. À ma droite, à votre gauche, José Junior. Bonjour José. Bonjour Patrick, mon beau-frère. Bonjour à tous les téléspectateurs de Géopolis. Bonjour à toute l'équipe des amis et confrères et collègues de travail qui sont avec nous sur ce plateau. Voilà, à côté de vous, Dieudonné Bonali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs et je salue mes co-débatteurs. Je pense que le débat sera encore très intéressant comme la fois passée. Voilà, à ma gauche, le dernier invité, non le moindre, Don Max. Bonjour Don. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. On va faire court comme ça. Voilà. On va d'abord dérouler le sommaire de cette émission. Allez, Kinshasa a demandé des sanctions à l'encontre du Rwanda pour son rôle qu'il joue dans la guerre à l'est de la RDC. Eh bien, les sanctions commencent à tomber. Les États-Unis d'Amérique annoncent que James Kabarebe et Laurence Kanyuka sont frappés par des sanctions américaines. On verra sur ce plateau qu'est-ce que cela signifie exactement. Et puis la RDC regarde aussi du côté du Conseil de sécurité. Est-ce que cet organe suprême de l'ONU va emboîter les pas aux États-Unis d'Amérique dans les sanctions? On verra bien. Et puis, les sanctions sont-elles un levier important ou bien efficace pour forcer les parties belligérantes à la paix? C'est la question que je vais poser à mes invités. Bonjour à tous et je m'en vais directement avec la première question. José Junior Ouawa, vous avez suivi la question qu'on s'est tous posée. Aujourd'hui, on dit que les sanctions, on raconte par-ci par-là, c'est une victoire. Mais qu'est-ce que cela signifie et quelle est la portée de ces sanctions? Merci beaucoup et puis merci aussi aux téléspectateurs de Géopolis Télévision pour la confiance toujours renouvelée. En fait, quand on parle de sanctions, on parle cette fois-ci de sanctions américaines contre certaines personnalités dont on soupçonne le lien avec le M23 et le AFC de Kernenonga. Mais en fait, il a été question de sanctionner M. Kanyuka, qui est porte-parole, connu déjà, devenu célèbre pendant un certain moment, du M23. Et en dehors de lui, on parle de James Kabarebe, c'est un nom devenu tristement célèbre dans l'histoire de la RDC, pour avoir été le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était c'était Forces armées congolaise, qui est un citoyen rwandais, ancien ministre de la Défense du Rwanda, aujourd'hui ministre de la Coopération, ministre d'État en charge de la coopération internationale, coopération régionale du Rwanda, qui ont été sanctionnés par les Américains. Et les sanctions des Américains ont été basées sur un certain nombre d'éléments disponibles, notamment le fait que d'abord James Kabarebe, on le présente comme étant le responsable, en fait, le point focal du Rwanda dans la déstabilisation du pays, donc le point focal entre le gouvernement rwandais, je veux dire le président Kagame et le M23, et que Kabarebe, pour avoir été chef d'état-major de l'armée congolaise, pour avoir été ministre de la défense du Rwanda et pour avoir été un officier connu dans les arcanes du pouvoir du Rwanda, il sert selon les trésors américains, il sert de couloir entre les Kigali et Bunagana, c'est les sièges du M23 aujourd'hui transférés à Goma. Et les trésors américains estiment que
de par leur rôle, par son rôle qu'il joue au sein de la rébellion, dans la déstabilisation de la RDC, il est un acteur majeur, un acteur parmi les acteurs principaux dans cette crise. C'est pareil pour la situation de de Laurence Kanyuka, qui est, vous l'avez dit à l'introduction, le porte-parole du M23, et selon le Trésor américain, le monsieur ne serait pas seulement que le porte-parole, en fait c'est l'architecte même de l'architecture médiatique et communicationnelle du M23. Il sert de l'instrument de la propagande du M23, de Kigali pour la déstabilisation, et ce rôle serait dans la manipulation médiatique, dans la manipulation de l'opinion publique, et aussi dans le fait que dans son narratif qu'il a inventé avec ses soutiens, avec ceux qui travaillent dans son bureau, selon le Trésor américain toujours, le monsieur sert de pouvoir de manipuler, de déformer l'histoire pour justement trouver des astuces dans la compréhension, dans la présentation. Il y a en communication ce qu'on appelle l'image voulue, dans ce qu'il voudrait que les gens puissent percevoir justement de l'agression du Rwanda sur la RDC. Alors c'est justement sur base de ces éléments que le Trésor américain a décidé par moment de pouvoir sanctionner Kanyuka, parce que Kanyuka est, selon les rapports du Trésor américain toujours, Kanyuka disposerait de deux entreprises et d'un filiale de deux entreprises, l'une basée au Royaume-Uni et l'autre basée en France. Et ces entreprises, l'autre est dans l'alimentaire, l'autre dans les télécoms et d'autres structures. Alors, ce sont ces entreprises qui le servent aujourd'hui de pouvoir aller dans cette campagne de médiatisation de la campagne, parce qu'on dit, non pas seulement la presse locale ou nationale ou régionale, on accuse Kanyuka de pouvoir justement encresser la campagne médiatique du M23 sur le plan international. Tous les médias internationaux ont été dictés, les éléments qui ont été mis à leur disposition pour présenter les récits du Rwanda, la perception du Rwanda par rapport à la guerre que subit la RDC dans sa partie orientale. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre la portée justement de ces sanctions sur l'effectivité de ce qui va se faire sur le terrain. Vous savez que Kanyuka n'est pas Corneille Nangaa, Kanyuka n'est pas Corneille Nangaa, et Kabarebe n'est pas Paul Kagame, parce qu'on dit qu'il y a deux acteurs principaux dans cette guerre. Il s'agit de Paul Kagame comme le parrain supposé ou prévu par les autorités congolaises, et Corneille Nangaa comme le bénéficiaire ou le numéro 1 de la branche politique du M23 qu'on appelle l'Alliance Fleuve Congo. Pourquoi le Trésor américain n'a pas pu penser peut-être de sanctionner les deux individus directement impliqués, soupçonnés d'être impliqués, je veux dire impliqués dans ce conflit, que de passer par les lieutenants de cette opération? C'est ça la grande question que la plupart des gens se posent. Mais aujourd'hui, vous avez la parole, mais est-ce que c'est parce que Corneille Nangaa est encore sous sanction des Américains? Est-ce que c'est à cause de ça? Des Européens. Corneille Nangaa a été sanctionné par l'Union européenne. Les Américains aussi. Même les États-Unis aussi. Même les Américains. Oui, et aussi en interne par l'État congolais. Vous vous souvenez de la saisie de ces biens? Voilà, Corneille Nangaa. Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas peut-être voulu réitérer les mêmes sanctions? Moi, j'aime parler des choses que je maîtrise. Je n'ai pas assez d'éléments d'appréciation pour les confirmer que c'est ça la justification. Au moins, c'est établi que Corneille Nangaa est poursuivi par la justice congolaise, qui l'a condamné à mort pour des actes de terrorisme, des actes de déstabilisation de la RDC. Mais aussi, Corneille Nangaa, comme vous le savez, en 2018, il avait été soupçonné, il avait été accusé par les trésors américains et l'Union européenne d'avoir participé justement à la déstabilisation, à la dégradation du climat du processus électoral de 2018 qui a conduit à l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Je ne sais pas si ce sont des raisons, mais aujourd'hui, les faits sont là. Les faits sont là, et que Kabarebe, comme je l'ai dit, que c'est un acteur majeur. Kanyuka, qui on dit que c'est l'acteur principal de la campagne médiatique du M23, et on dit qu'il travaillerait directement avec le pouvoir de Kigali
pour justement créer le narratif qu'on a aujourd'hui à travers les médias et les réseaux sociaux sur comment la justification justement de l'intervention du Rwanda dans les conflits entre la RDC et les M23 de la RDC qui n'avoue pas aujourd'hui elle a un conflit avec le M23. Elle pointe plutôt du doigt directement le Rwanda. On dit que c'est celui-là qui est l'acteur principal. D'accord, mais Dieudonné Bonali, on voit que la question congolaise, c'est des pillages des ressources minières ou bien minérales qui privent justement la RDC de beaucoup de ressources, qui oblige les communautés bon, on va dire, qui contraint les communautés à la crise, et donc ça amène la mort et toute la désolation. On parle de M23 qui est accusé de crimes de sang, mais pourquoi est-ce que c'est seulement les individus qui sont touchés? Comment vous voyez cette question-là? Bon, c'est une bonne question. Je vais compléter mon estimé confrère en disant c'est une autre petite victoire engagée par Kinshasa depuis l'avènement de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kouekamba-Wagner. Il faut la féliciter, elle n'a même pas fait une année. Hein. Nous avons déjà des retombées de son périple diplomatique, de son action sur le terrain. Hier, c'était le Parlement européen qui avait demandé à la Commission européenne de sanctionner les Rwandais et ses supplétifs. Aujourd'hui, nous avons vu l'Amérique, plus précisément Washington, qui n'a pas tergiversé comme les Européens, qui sont très procédurales. Il faut d'abord que le Parlement se réunisse, et puis la Commission européenne, et puis ça sera les États pris individuellement. Chacun va commencer à sanctionner le Rwanda. La Belgique déjà a annoncé les couleurs, c'est ce qui a même suscité du côté de Kigali la suspension de la coopération. Bon, on a sanctionné les individus et non les États. Bon, votre question tombe dans... comment je peux l'expliquer? Vous avez entre autres des personnes morales à gauche, des personnes physiques à droite, mais les États, les institutions sont gérées par des personnes physiques. Quand on sanctionne les chefs des institutions, il faut comprendre que ce sont ces institutions qui sont par ricochet aussi sanctionnées. José Junior a peint ici, nous a fait un petit portrait de James Kabarebe. Il faut ajouter qu'il fit un temps, à l'avènement de l'AFDEL, le chef d'état-major de l'armée congolaise. Si on a sanctionné James Kabarebe et Kanyuka, moi je vois Washington en train de viser des choses. C'est une machine de guerre. Il faut sanctionner les courroies de transmission, qui est James Kabarebe, et les rotors. Kabarebe joue les courroies de transmission entre Kigali et les différents mouvements de rébellion que nous avons connus en République démocratique du Congo. Kanyuka, c'est lui le financier, Jojo n'a pas voulu le dire. Il vous apparaît publiquement comme le porte-parole, mais c'est lui le financier. Vu ce qu'il possède comme portefeuille financier en termes de nombre d'entreprises et des intérêts en Occident. Selon les articles que nous avons lus, paris dans la presse, il est cité même l'adresse de toutes ces entreprises situées à Londres et à Paris. C'est là à se questionner pourquoi la France tergiverse jusqu'à aujourd'hui à sanctionner ces mêmes dirigeants, et Washington les a un peu dévancés en ne voulant pas permettre. Washington n'a pas voulu nous lancer un message, il faut que les congrès américains décident comme les Européens l'ont fait. Et ils sont partis faire les débats au Parlement pour qu'on arrive aux sanctions, mais ces sanctions-là se font toujours attendre. Bon, les États seront sanctionnés, mais on commence d'abord par les individus. Mais moi, je pense que ces sanctions sont tombées à point nommé, mais elles ne sont pas robustes. Elles ne sont pas robustes, elles ne sont pas dissuasives, de sorte à ramener le plus vite la paix sur le terrain. Souvenez-vous, en 2012, Washington, je voulais dire l'Occident, y compris l'Union européenne, tous les pays presque de l'Union européenne
avait sanctionné les mouvements rebelles en 2012. Conséquence sur le terrain, ça avait poussé Kigali à retirer ses troupes de Goma et la guerre s'était terminée comme ça, facilement. Mais moi je me dis, mais pourquoi de 2012 à 2025, la même communauté internationale, c'est-à-dire Washington et l'Europe, ne peut pas revenir aux mêmes sanctions? Je trouve que les sanctions qui sont tombées contre les deux dirigeants ne sont pas suffisantes. Pourquoi? J'aurais aimé, comme le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, lui il propose les retraits du Rwanda des forces des Nations Unies. Vous semblez oublier que le Rwanda avait, pendant une certaine période, une force dans les contingents des Nations Unies en Centrafrique. À l'heure où nous parlons, le Rwanda a des forces au Mozambique qui sécurisent les intérêts occidentaux, dont Nestlé Mozambique, et puis vous avez Total, les grands groupes français qui sont au Mozambique. Lui, il dit encore, il faut geler l'aide militaire et les fonds que l'Union européenne donne au Rwanda. Il demande aussi qu'on puisse suspendre les pourparlers entre l'Union européenne et le Rwanda en matière de sécurité et de défense et tous les accords intervenus dans l'entretemps. En fin de compte, il demande encore qu'on puisse suspendre les mémorandums d'entente entre l'Union européenne et le Rwanda sur les métaux stratégiques. Voilà quelqu'un qui propose des sanctions que moi je trouve qui sont fortes, qui peuvent amener même le Rwanda dans 24 heures, dans 48 heures, à retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Je trouve aussi, c'est mon humble avis, que les sanctions prises par Kinshasa sont très fortes par rapport à celles prises par Washington. Parce que vous allez prendre des sanctions si un individu vous dit nous allons geler ses comptes bancaires. Nous interdisons les entreprises américaines à coopérer avec lui. On lui interdit de fouler le sol américain. C'est bien beau, mais par le passé, tout le monde sait qu'il y a un Belge dont le nom est connu du public, qui avait une raffinerie en Ouganda et au Rwanda, qui profitait de cette exploitation illicite des matières premières dans la partie de la République démocratique du Congo. La communauté internationale avait pris les mêmes mesures, gel des avoirs. Tu ne vas pas mettre tes pieds en Europe ou aux États-Unis. Mais est-ce que ça avait changé la donne sur le terrain? Je pense qu'il faut des sanctions fortes. Je dis des sanctions robustes, dissuasives. Je n'appelle pas aux sanctions qui vont asphyxier l'économie rwandaise pour que la population puisse souffrir. Je parle en tant que panafricaniste. Ok. On sanctionne les auteurs de cette instabilité politique dans la région des Grands Lacs. Je termine par dire ceci. Kinshasa a interdit au Rwanda, ça fait partie aussi des sanctions, de survoler son espace aérien. Aujourd'hui au Rwanda, les compagnies aériennes dépensent beaucoup en termes de carburant, des temps de vol, les billets ont augmenté, et puis la compagnie dépense beaucoup aussi parce que quand vous survolez les espaces aériens de plusieurs États, il y a certaines taxes et impôts que vous payez. Des dépenses que la compagnie nationale rwandaise n'était pas habituée à faire. Voilà. C'est pour cela que je vous dis, ces sanctions, à mon humble avis, ne sont pas vraiment dissuasives, elles ne sont pas robustes et capables de ramener la paix à l'Est. Washington doit aller loin et entraîner dans cette démarche les Européens. Très bien. Dieudonné Wanali dit, Théodore Ngandou, Dieudonné Wanali dit que les sanctions ne sont pas robustes, mais il a peut-être raison. Vous allez peut-être expliquer en quoi consistent ces sanctions. Ça, c'est la première petite question. Mais la deuxième, c'est que répondez-vous à ceux qui estiment que bon, c'est juste symbolique, c'est un peu trompe-l'œil, comme on dit. Merci Patrick. Tout d'abord, il faut savoir que un régime de sanctions, quand on impose des sanctions à un État, on impose des sanctions à des individus, c'est d'abord un moyen de dissuasion. C'est d'abord un moyen de dissuasion, arriver à dissuader les personnalités ou les États
qui sont impliqués dans ces actes, à se décourager, à cesser de continuer à agir dans ce sens-là. Et je pense que concernant par exemple les sanctions américaines qu'on vient d'imposer aujourd'hui, à Laurence à Kanyuka Laurence et James Kanyuka Kabarebe. et James Kabarebe, moi j'ose croire que c'est une longue démarche. Et quand les gens disent même que non, ces sanctions ne sont pas suffisantes, c'est un début. Hein? C'est un début. Et je suis sûr que dans les jours à venir, d'autres sanctions encore pourront tomber. Et parce qu'avant d'aboutir à des sanctions, il faut d'abord mener des enquêtes. Je pense que le Trésor américain a dû mener des enquêtes pour arriver à conclure que ces individus cités constituent des moteurs, de cerveaux moteurs dans cette machine d'agression rwandaise à l'est du pays. Il suffit simplement de prendre par exemple le cas de Kanyuka sur qui José Junior s'est largement étendu ici. C'est qu'arriver aujourd'hui à démanteler les réseaux Kanyuka, c'est couper le robinet par lequel sortait le financement de la rébellion, parce que Kanyuka masquait, hein, il jouait ce rôle-là, il masquait le rôle du Rwanda à travers ses actions médiatiques, à travers ses manipulations des médias. Alors, mais comment il faisait pour avoir de l'argent? Les minéraux exploités illégalement, les minéraux exploités par les rebelles, le canal approprié par lequel ces minéraux passaient, c'est Kanyuka. Hein? Et les dividendes, il les tirait là. Quand il y a des dividendes dans cela, il sait comment maintenant rapatrier le financement auprès de rebelles. Mais Théodore Ngandou, vous avez la parole, mais là, on parle que de financement. Mais le M23, c'est des crimes de sang. Hein? Là, on ne punit personne, on ne sanctionne personne, on ne sanctionne que celui qui finance. Non, mais il y a ceci. Mais il y a sur le terrain des opérations, il y a ceux qui tuent, non? Non, non, c'est à des niveaux différents. Ouais. On commence d'abord par des individus impliqués directement, hein, c'est-à-dire que... Dans l'architecture de la rébellion. L'architecture de la rébellion. Okay. Quand l'architecture est anéantie, le reste vont disparaître de la scène. Par exemple, quand on arrive aujourd'hui à neutraliser la source de financement des rebelles, ils n'auront plus de ravitaillement pour poursuivre leur élan d'occuper d'autres territoires de la République, parce que la ration n'arrive plus, hein, parce que arriver à conquérir des territoires pour arriver jusqu'à Kinshasa par exemple, c'est des moyens financiers colossaux qu'il faut mettre en jeu, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. Et il faut une source de financement permanente pour arriver à contenir cela. Et les Américains ont bien vu. Ils ont dit qu'on commence d'abord par couper cette source de financement. Couper les vivres. Les deux entreprises citées, à partir du moment où elles sont neutralisées, on considère que ces entreprises jouent ces rôles. Parce que Kanyuka fait les blanchiments des capitaux à travers ces entreprises. Alors, quand on commence par neutraliser ces entreprises-là, elles ne peuvent plus collaborer avec les États-Unis, et les États-Unis influencent d'autres États à ne plus collaborer avec ces entreprises-là, c'est la paralysie totale dans le camp de Kanyuka. Et c'est fondé. Alors, ce que moi je voudrais ici dire, c'est que les sanctions ont commencé, d'autres États vont emboîter les pas. La Belgique avait déjà aussi annoncé, l'Allemagne avait annoncé même l'arrêt de l'aide. La Belgique et l'Allemagne ont oui, voilà, l'aide au développement et la coopération aussi. Je pense que d'autres États vont emboîter le pas, mais le plus important ici aussi, c'est les conseils de sécurité, dont les sanctions vont suivre incessamment aussi, parce que la résolution n'a pas encore été votée. On va parler et l'Union africaine, voilà. Qui on va parler du voilà. Conseil de sécurité, mais bon, peut-être qu'il y en a qui désespèrent de l'Union africaine, comme vous venez de l'évoquer, l'Union africaine. Dans Matt, vous avez suivi cette question, vous avez suivi également ce qui se passe à travers le monde. On a un exemple qu'on peut citer comme un exemple emblématique, la Russie, qui a été sanctionnée, dont on a vu que l'économie a été exclue de, on va dire, suspendue, bien exclue du système bancaire international pour asphyxier toute l'économie, donc faire pression à Vladimir Poutine. Mais là,
on ne cible que de lampistes, entre guillemets, selon certains. Comment voyez-vous cette problématique? Alors, ce n'est pas évident de parler ou de répondre à une question, même si elle est différente. Ouais. Après que vous ayez entendu M. Boanali, M. Junior et pour finir, M. Théo parler, je vais quand même apporter quelques petites nuances par rapport à par rapport à certaines choses qui ont été dites et qui vont justement dans le sens de votre question. Aujourd'hui, lorsque vous évoquez le cas de la Russie, il y a plus ou moins 2400 individus et entités qui sont sous sanctions européennes, américaines et j'en passe. Et donc, comme cela a été expliqué ici, on sanctionne avant tous les individus. Et les plus souvent, gel des avoirs, interdiction de voyager en Europe, en Amérique, puisque vous le savez, presque tout le monde, dans différents pays, rêve au fait d'investir aux États-Unis, en Europe, même si aujourd'hui, de plus en plus, peut-être qu'on commence à comprendre avec les sanctions qui sont parfois brandies par les Occidentaux pour anéantir certaines vérités, on commence à comprendre le souci de pouvoir cacher ce qu'on amasse ailleurs, mais généralement, la plupart des investisseurs ont leur argent aux États-Unis, en Suisse. Même les cas de nos politiciens, on a vu certains d'entre eux qui ont été sanctionnés ici, on a vu comment chaque année, chaque mois, ils pleurnichaient pour que ces sanctions-là soient levées. C'est-à-dire que cela impacte effectivement sur les individus et comme l'a dit M. Théo, ça fait réfléchir quand même deux fois par rapport à ce qu'ils entreprennent comme action. Et donc, c'est déjà tout à fait normal qu'on ait sanctionné les individus. C'est vrai que l'on s'est dit, ce n'est pas assez fort. Les sanctions devaient être plus prononcées, comme l'a suggéré M. Boanali. Écoutez, bon, nous, normalement, on ne devait pas compter sur ces sanctions-là. OK? On ne devait pas compter sur ces sanctions-là, puisque, regardez, lorsqu'on parle, on revient toujours au cas de la Russie, en même temps qu'on sanctionne la Russie, en même temps, on équipe l'armée ukrainienne. En même temps, on forme l'armée ukrainienne. Et l'armée ukrainienne se bat sur le terrain jusqu'au... Là, la Russie a dit que voilà, il ne reste plus que 400 km carrés sur le 1200 et quelques qu'ils avaient occupés. Mais du moins, on voit que les deux choses vont de pair. Et surtout, l'aspect militaire est très privilégié. Puisque même au finish, tout ce qui a été saisi, ou bien le gain que génèrent les avoirs russes, ces gains-là profitent à l'armement actuellement de l'Ukraine. Et donc, on ne devrait pas trop s'appuyer sur les sanctions. Nous, on devrait plutôt nous battre à bâtir une armée forte. C'est l'unique moyen pour nous de nous protéger, de protéger notre territoire. Mais c'est quand même, il faut le dire, très symbolique qu'on ait sanctionné un monsieur comme James Kabarebe. C'est vrai que pour les... C'est vrai, c'est l'une des figures du pouvoir de Kigali. Vous ne pouvez pas parler... Depuis 30 ans. Vous ne pouvez pas parler du régime de Kagame sans pour autant associer un certain James Kabarebe. Et donc, même si le président Kagame n'est pas directement sanctionné, mais en fait, en sanctionnant Kabarebe, c'est-à-dire qu'il a été quelque part sanctionné, il a été touché. Et donc, il faut aussi comprendre ça. Et souvent, dans ces contextes également, parce qu'il y a des intérêts à protéger des part et d'autre, ça peut être un signal ou bien ça peut être une alerte. On lui dit, eh, tiens, monsieur, il faut arrêter. Et voilà comment on commence par celui-ci, qui n'est pas une moindre personne. C'est aussi à considérer ces sanctions-là dans ce sens-là. C'est vrai certains auraient été contents que ce soit Kagame qui soit directement sanctionné, comme on l'a dit sur ces plateaux, puisque Vladimir Poutine est sanctionné. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, est sous sanction européenne, occidentale. On aurait voulu que cela soit également le cas, mais je crois que ça viendra peut-être progressivement. Mais là encore, il faut voir
qu'est-ce que, pendant ce temps, nous menons comme diplomatie? Comment est-ce que nous cherchons à donner des garanties au monde que nous ne donnions pas avant? Puisque le monde va avec les intérêts remarqués, toujours en parlant de la guerre de la Russie. Donald Trump a dit, je vais mettre fin à cette guerre, mais en échange, il dit aux Ukrainiens, vous voulez qu'on arrête cette guerre, donnez aux Américains 50% de vos richesses pour que nous puissions récupérer l'argent qu'on a perdu, pour que nous puissions aussi reconstruire votre pays. Et donc, il y a aussi cet aspect-là de choses qu'il faut voir pour que ces pays-là arrivent à sanctionner. Nous, ce n'est pas qu'en pleurant, en pleurnichant que le régime rwandais sera effectivement sanctionné, mais c'est aussi à nous de définir qu'est-ce que nous donnons au monde, qu'est-ce que nous donnons à ces puissances-là qui doivent sanctionner pour que ces puissances-là puissent balancer dans notre camp. La loi de la contrepartie, on va évoluer. En tout cas, le débat avance très très vite. C'est le temps aussi. Dieudonné Boinali, il y en a qui estiment que les États-Unis d'Amérique ont fait le premier pas. Il faut peut-être que le Conseil de sécurité qui doit tenir une session spéciale, le Conseil de sécurité doit aussi emboîter le pas aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est votre avis aussi? Oui, c'est mon avis. Pourquoi? En ce qui concerne la composition des finances des Nations Unies, les États-Unis sont les premiers pays à contribuer dans les budgets du système des Nations Unies à hauteur de 25%. Donc, dans les budgets de l'Organisation des Nations Unies, même dans toutes les organisations subsidiaires, vous trouvez 25% de l'argent des contribuables américains. Rappelez-vous une fois, quand Washington avait décidé de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé, et le secrétaire général Théodore avait plaidé que c'est une part importante du budget qui va partir. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis aussi que l'ONU, c'est un machin, comme disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, les Nations Unies ne peuvent rien faire sans l'aval de Washington. Bien qu'on vous dise que non, il y a les 5 pays du droit de veto, mais en réalité, aujourd'hui, c'est l'Amérique qui dirige les Nations Unies. Si déjà Washington commence à sanctionner les auteurs de l'instabilité dans la région des Grands Lacs, et particulièrement l'architecte même de la déstabilisation de la République démocratique du Congo, en l'occurrence James Kabarebe, qui n'est pas une personnalité non des moindres. Certaines personnes parleraient même qu'on a sanctionné Jésus, et demain peut-être on va atteindre son Dieu. C'est pour vous dire que Washington a mis la barre très haute. Washington s'est souvenu de plusieurs accords de coopération signés, dont les derniers sous le régime de Félix Tshisekedi. On nous parle du fameux 4P, la paix, la lutte contre la corruption, la transparence, les investissements, mais qui ne sont jamais arrivés. Si c'est les premiers pas que Washington lance en Kinshasa, nous applaudissons parce que nous nous demandons, même certains acteurs se demandent, Washington, Kinshasa, Luanda, et vous ajoutez Lusaka, ils ont signé récemment un accord, les traités sur l'Obito, pour l'évacuation des minerais par la voie de l'Obito. C'était notre ancien amour. Depuis la nuit des temps, la République démocratique du Congo a toujours évacué sa production minière, même la production agricole, quand on produisait encore les VA, les cafés, les cotons et d'autres produits agricoles d'exportation. Toutes ces matières premières-là, toutes ces productions passaient vers la voie de l'Obito. Mais avec la guerre de 25 ans, certains diront même 26 ans, quand connu l'Angola, la RDC était obligée de diversifier ses sources d'approvisionnement pour ne pas être asphyxié par le fait qu'il y avait guerre en Angola. C'est comme ça que nous nous sommes dirigés vers Dar es Salaam, Mombasa, Durban, Walvis Bay, en Afrique du Sud, au Kenya et en Tanzanie. Voilà. Mais aujourd'hui, comme la guerre s'est terminée en Angola il y a plus d'une décennie, on a réhabilité les corridors de l'Obito. Washington est venu
pour ne pas laisser ces marchés ici aux mains des Chinois. Donc, Voilà. on comprend bien. Je pense que selon Washington, ce message, c'est pour dire au Rwanda que, attention, avec les cycles de violence, de guerre, de création des mouvements rebelles, attention, vous commencez à marcher sur les intérêts américains, voilà, à mettre en péril les intérêts américains dans la région. Et surtout qu'il y a une guerre économique et commerciale entre Washington et la Chine qui s'est exportée à l'extérieur dans beaucoup de pays dans le monde, dont la République démocratique du Congo. Très bien. C'est un signal fort que Washington a lancé. Ouais. Je pense que l'Union européenne va emboîter les pas à Washington pour ne pas toujours être taxé, comme l'avait dit le président Tshisekedi, des receleurs des matières premières exploitées illicitement à l'est de la RDC qui nous font perdre, selon le ministre des Mines Kizito Pakabomba, au moins $1 milliard par an. Très bien. Donc, on a compris que selon vous, Washington fonctionne comme une certaine locomotive à partir du moment où elle a donné le go. Il a donné le go. Vous l'avez compris. Voilà. Donc, la même question, je vais l'adresser à Théodore Ngandou. Dieudonné Boilin estime qu'à partir du moment où les États-Unis ont donné, on va dire, l'exemple, le Conseil de sécurité va suivre. Est-ce que selon vous, c'est votre avis aussi? J'ai suivi un débat du Conseil de sécurité à l'approche des élections de 2018, quand on réclamait, quand les opposants se battaient dans la rue contre le 3e mandat de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Et la question a été même débattue au Conseil de sécurité des Nations Unies avec la résolution 2211, je crois. La tendance générale dans un débat au Conseil de sécurité se constate déjà dans la salle, à travers des interventions. Quand vous constatez que la majorité des interventions des États membres des Nations Unies convergent vers la condamnation d'une agression dans un État, cette tendance, dans la plupart des cas, parce que j'ai couvert quand même des conférences de presse des Nations Unies, de la MONUSCO plusieurs fois, cette tendance, quand on voyait sur le terrain les opposants manifester contre le régime Kabila, la tendance générale aboutissait toujours à une résolution selon laquelle le pouvoir de Kinshasa respecte la Constitution, respect des délais constitutionnels. C'était à répétition. Le secrétaire général des Nations Unies répétait toujours ça. Et maintenant, la tendance générale dans le débat actuel, tous les États qui interviennent convergent vers la condamnation de l'agression rwandaise en RDC, la protection de l'intangibilité des frontières, la souveraineté, la préservation de la souveraineté de la RDC et l'intégrité territoriale. Beaucoup d'États qui sont intervenus. Coup de chapeau à notre ministre d'État en charge des Affaires étrangères, la battante Kaikwamba, et dans la foulée des autres intervenants aussi, tous convergent vers les sanctions contre le Rwanda. J'ose croire que la résolution qui va bientôt sortir, parce que les gens sont en train de suppiter pour dire que non, comme les débats d'autres fois a eu lieu et qu'à la fin il n'y a pas eu de conclusion, c'est pas comme ça aux Nations Unies. Le débat général est lancé. Après, maintenant, il y a une phase de la rédaction même de la résolution. Pendant ce temps, la résolution est en pleine rédaction, on ne le sait pas. On ne sait pas le contenu de la résolution. Et cette résolution sera maintenant soumise au vote. C'est alors qu'on comprendra que, comme Dieudonné l'a dit, étant donné que les États-Unis sont déjà dans la dynamique des sanctions et qu'ils veillent sur leurs intérêts aussi, de part et d'autre, ils ont les intérêts Rwanda, les intérêts en RDC aussi, de part et d'autre, la tendance nous donnera, on tendra lentement mais sûrement vers les sanctions sur le Rwanda. Ça, j'ose croire. En 30 secondes, si je l'ai dit, c'est pour faire remarquer qu'avec la guerre, si elle se poursuit, les couloirs de Lobito ne va pas transporter les produits agricoles de la République démocratique du Congo, ou les déplacements massifs des populations d'une région à l'autre. Le jour du lancement même de travaux, notre président de la République était invité à Luanda. Le corridor de Lobito a été invité au lancement a été réhabilité, modernisé pour transporter les minéraux. Et ces minéraux proviennent de la partie orientale de l'Afrique
de la Voilà. RDC, de la Zambie. Très bien. Sans oublier l'Angola. José Junior Wawa, on sent Kigali un peu sur la défensive, disant que de toute façon, les sanctions ne vont rien régler. C'est une manière de parler. Maintenant, à votre avis, en regardant sur le terrain des opérations, la guerre, tout ça continue, est-ce que ces sanctions vont aider les parties belligérantes à avancer vers la paix? Bon, les sanctions ont d'abord ont une valeur symbolique de mon point de vue parce que les sanctions ne voudraient pas dire que sur le terrain, on dit aux militaires qu'on a sanctionné et puis arrêtez de tirer. Parce que vous êtes avec moi ici, pendant qu'on sanctionnait les Rwandais et le M23, il y a les militaires du M23 dont on parle de la présence massive des militaires rwandais aux côtés ont été à Bukavu. Ils ont pris Bukavu sans vraiment combattre et ils sont allés maintenant. Certaines sources parlent de leur présence dans la ville, dans la localité de Minova et finalement ils sont en train d'aller vers Kavumu et le reste. Donc je veux dire tout simplement que les sanctions de manière générale ont une valeur beaucoup plus symbolique parce que vous vous souvenez depuis le lancement de l'offensive militaire de la Russie sur l'Ukraine, il y a eu plus de sanctions qui sont venues un peu partout à travers le monde. Mais finalement, jusqu'à aujourd'hui, on est Plus dans de 14 500 sanctions. Voilà. Imaginez des chiffres comme ça, mais aujourd'hui, on est dans l'hypothèse finalement d'une négociation entre la Russie et l'Ukraine. Ça veut dire que les sanctions ont une valeur d'abord beaucoup plus symbolique. Mais elles ont influencé quand même. Oui, bon, dans une certaine mesure, mais concrètement, ça n'a pas une valeur ajoutée vraiment sur ce qui se passe. Mais attention, il ne faut pas comparer la Russie et le Rwanda, c'est les jours et la nuit. Et la Russie, c'est un grand pays des BRICS. La Russie fait partie du top 10 des meilleures économies mondiales. Le Rwanda a un budget dont les ressources internes ne dépassent pas 25%. C'est un pays qui vit du tourisme, des dons, de l'aide des institutions de Bretton Woods. Ouais. C'est là la précision que je voulais apporter. On arrive à couper. Si on coupe les subsides, j'étais en train de ça va pousser Kigali à réfléchir deux fois. J'étais en train de poursuivre mon raisonnement pour dire effectivement c'est une valeur, mais la valeur ajoutée de ces sanctions est limitée par le fait que sur le terrain, on constate effectivement qu'il y a la guerre qui continue, il y a des territoires qui continuent à passer sous le contrôle du M23, mais sur le plan symbolique, quand le président rwandais dit que ça ne lui fait pas grand-chose, mais j'ai dit c'est ça, c'est la posture, parce qu'on sait que si aujourd'hui c'est la communication justement, parce qu'on dit aujourd'hui sur le plan de l'effectivité, le plan concret de ce qui se passe sur le terrain, quand on vous dit que la Belgique coupe sa coopération avec le Rwanda, ça veut dire que l'assistance militaire que la Belgique accorde aux militaires rwandais est suspendue. Quand on parle les États-Unis, on parle de Royaume-Uni qui fait la même chose. Ça veut dire qu'il y a aussi quand même un impact sur ce qui va se passer sur le terrain. Je pense qu'avec le temps, ça va permettre à ce que la situation puisse se fragiliser, que le président Kagame et son armée puissent se sentir finalement dans une situation, parce que vous savez, Dieudonné l'a dit, qu'ils ne mobilisent pas suffisamment de ressources sur le plan local, c'est autour de 30, une trentaine de pourcentages, qui ne permettent pas aujourd'hui au Rwanda de vivre et de financer son armée, en même temps de financer l'économie pour le développement du pays. Vous savez, on a largement dit sur ce plateau que le Rwanda et la RDC, sur papier, ils ne faisaient pas la guerre ensemble. Surtout quand vous comparez les budgets militaires parce que la RDC, il est dans presque $1 milliard. On est à 850 millions de dollars, alors que le Rwanda est aujourd'hui à 100... Oui, la RDC aujourd'hui, le Rwanda aujourd'hui, c'est 176 millions de dollars américains qui sont véritablement, malheureusement pour le Rwanda, venus toujours de l'extérieur, comme les autres amis l'ont dit sur ce plateau. Je pense que ça, à la longue, ça peut contribuer à quelque chose, mais à la longue, ça va être difficile. Ce qui est plus important, les autres collègues l'ont pu effleurer lors de cette émission, c'est plutôt de renforcer notre système sécuritaire. Quand je parle de système sécuritaire, je n'ai pas dit comme Domomat l'a dit, de parler de l'armée tout simplement. Moi, je pense que c'est le système de défense et de sécurité de notre armée. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit que la RDC ne faisait pas la guerre face au Rwanda. Ce n'est pas la RDC qui se bat contre le Rwanda.
la RDC, et le Rwanda n'est que la face immergée de l'iceberg, qu'on voit justement à travers la télévision que c'est le Rwanda, mais on a dit qu'il y a des multinationales qui sont derrière le Rwanda. La RDC doit identifier ces multinationales et quelles sont les clauses que le Rwanda a pu conclure avec, avec ces multinationales pour pouvoir bénéficier de toutes ces faveurs qu'il bénéficie aujourd'hui pour mener la guerre contre la RDC. Ça veut dire il faut l'implication de nos services de sécurité, d'intelligence pour justement identifier ces partenaires du Rwanda et proposer mieux que ce que le Rwanda propose aujourd'hui, parce que avec la Kalachnikov seule, ça ne suffira pas, parce que la RDC ne faisait pas la guerre directement avec le Rwanda, c'est avec ceux qui sont derrière le Rwanda. D'accord, merci beaucoup José. Avec la Kalachnikov seule, on ne peut pas résoudre la question. On va donc finir cette question avec cette thématique, avec Don Mat, dont vous avez suivi aussi que Kigali a déjà réagi par des communiqués, par des tweets, disant que de toute façon, ça ne règle pas des problèmes. Si les sanctions régleraient tous les problèmes, tout l'Est de la RDC serait déjà pacifié. Est-ce que c'est votre avis? Quel est, on va dire, l'impact de ces sanctions sur le terrain des opérations? Alors, si on peut revenir à l'image de la Russie, vous savez, sans sanctions européennes, américaines, je crois que la Russie aurait déjà pris le contrôle total de l'Ukraine au moment où nous parlons. Oui. C'est-à-dire que les sanctions ont permis, notamment en enlevant une part importante de la manne financière à la Russie, ces sanctions-là ont permis à l'Ukraine de résister jusqu'à ce jour. Okay? Et donc, les sanctions qui commencent à tomber et pour lesquelles les Congolais espèrent qu'il y en aura d'autres, peuvent justement aider à freiner les ambitions belliqueuses des acteurs impliqués dans la guerre. Mais, comme on le dit et comme ça a été dit, cela ne va pas mettre directement fin à la guerre. Okay? Et ça, c'est quelque chose, c'est une évidence également. Les sanctions ne mettront pas fin à la guerre que nous sommes en train de vivre. Le tweet, le communiqué que vous évoquez, vous voyez depuis les débuts de la guerre, le Rwanda a une posture un peu, on peut dire, le Rwanda est un peu orgueilleux dans sa communication, même quand le pays est touché. On ne cherche pas à le montrer et c'est dans leur communication comme ça. Regardez par exemple lors de la prise de Goma, il y a eu plusieurs militaires rwandais qui sont tombés. On parle de 1000 morts finalement. Oui, qui sont tombés, mais vous n'avez pas vu, vous n'avez vu ça nulle part parce qu'on a voulu tout simplement montrer que nous sommes forts, nos soldats ne tombent pas, on est invincible. De même pour les sanctions. Ça fait mal, mais la communication, elle est autre. On va dire que nous sommes forts, ça ne nous touche pas. D'ailleurs, regardez, même pour ce qui est de la Belgique, ils ont été le premier à faire le pas. Ils ont senti que le vent tournait en leur défaveur. Ils ont été le premier à dire, bon, non, mais on suspend. Mais en réalité, ils savent que... On sanctionne la Belgique en refusant leur argent. Oui. Et donc, c'est une posture que le Rwanda a adoptée. Comme l'a dit le président Kagame, nous sommes un petit pays, mais quand il s'agit de défendre nos intérêts, nous sommes grands. Et donc, ils ont adopté au fait cette posture de se montrer toujours grands, peu importe les événements qui leur arrivent. C'est juste ça. Mais en réalité, ces sanctions font mal. Et comme je vous l'avais dit tantôt, que lorsqu'on frappe à James Kabarebe, on frappe en réalité au cœur du système et cela doit inquiéter tout le monde. Très bien. Je voulais terminer juste un petit commentaire par rapport à ce qu'il a je voulais juste inviter, c'est juste un petit commentaire par rapport à ce que Don est en train d'évoquer. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les sanctions américaines sur le Rwanda, nous sommes dans une façon, dans une difficulté, dans un stade où aujourd'hui on voit effectivement que, parce qu'à un certain moment les gens disaient que la RDC devrait nouer des accords militaires avec la Russie, avec l'Union européenne, avec ceci. Aujourd'hui on a montré que la Russie, lors de sa dernière sortie médiatique, la Russie demande plutôt à la RDC de cesser son soutien au FDLR.
Et la Russie voudrait qu'effectivement qu'il y ait une solution politique à la crise. Déjà, le simple fait d'avoir demandé à la RDC de suspendre ou soit de cesser son soutien au FDLR, ça veut dire autrement... présumé. Voilà. Donc, c'est autrement dit, je soutiens la thèse du Rwanda qui voudrait que la RDC, on approche... Non, mais la même Russie a demandé à l'Union européenne de retirer ses mercenaires. Oui, effectivement. Et on a demandé aussi à la RDC, malheureusement, de retirer effectivement aussi ses militaires, ses mercenaires du sol congolais et de ne pas employer des mercenaires congolais, des mercenaires occidentaux. Voilà. Je termine parce que la Russie estime, la Russie, certaines sources estiment que la Russie est un tout peu frustrée du fait que la RDC a soutenu a condamné contre la Russie au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, contre l'invention de la Russie contre l'Ukraine. Il y a un certain moment, à plusieurs reprises, la RDC a été pour la position occidentale contre la Russie. Aujourd'hui, c'est la même France dont on soupçonne l'implication sur la situation de l'Est du pays, qui est la France aujourd'hui qui dénonce officiellement le Rwanda. Donc il faut vraiment mener une réflexion beaucoup plus approfondie sur les relations de la RDC face à ce partenaire extérieur. Voilà pour cette thématique qui vous intéresse tous, chers téléspectateurs, en tout cas qui intéresse tout le monde. On a dit tout ce qu'on pouvait dire. On espère avoir apporté de l'éclairage sur cette question-là. Mais il y a une autre question qui n'intéresse pas forcément le public, qui intéresse peut-être le public averti, mais le public qui n'est pas averti ne perçoit pas la question. C'est la question du budget 2025, où on a vu que la fiscalité a été excessive sur un secteur, la filière du tabac. Alors c'est une question apparemment économique, mais qui a des implications sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan fiscal, sur le plan économique. Et donc la presse en a parlé et les journalistes ici ont suivi cette question. Théodore Ngando va commencer avec vous. Le budget 2025, chacun est content pour dire que ok, ça a été voté, ça a été augmenté, mais il y a une fiscalité qui est un petit peu excessive et qui est en train de faire perdre, on va dire, beaucoup de choses à un secteur, la filière du tabac, et avec beaucoup d'implications sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Oui, en tant que journaliste, nous avons tous parcouru la presse parue ce matin pour voir en grande majorité les organes de presse, surtout la presse en ligne, revenir sur cette question de la fiscalité ou la surtaxation dans le secteur du tabac, et que cette surtaxation a été imposée. Et certains opérateurs du secteur, je parle bien des opérateurs légaux, des opérateurs légitimes dans le secteur, dénonceraient peut-être le fait que cette surtaxation-là a été de manière un peu sans qu'ils soient consultés, de manière unilatérale. Alors on se demande, la presse se demande, et la presse qui relaye l'info se demande, est-ce que cette surtaxation, est-ce pour décourager l'industrie du tabac? Mais décourager l'industrie du tabac alors qu'il y a des industries dans ces secteurs qui sont entrées par la grande porte et qui veulent exploiter, qui veulent rester dans ces domaines par la grande porte. Mais il y a cette mesure et qui contribue à la richesse de l'État. Il y a plusieurs conséquences quant à ça. C'est vrai, l'OMS a certaines exigences, certaines obligations par rapport la consommation du tabac. C'est pas pour rien qu'on indique sur les étiquettes des cigarettes que fumer est préjudiciable à la santé. Il y a certains garde-fous mis en place par l'OMS qui veulent à ce que l'industrie du tabac soit guidée par certaines réglementations pour éviter de sombrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui les commerces illicites du tabac. Et cette mesure de surtaxation, certainement, on constate sur le terrain qu'il y a maintenant apparition du commerce illicite. Alors, nous avons des cigarettes peut-être qui entrent par des voies illicites, par des voies illégales, pour ainsi contourner cette surtaxation imposée. D'où la nécessité pour moi, à mon humble avis, la nécessité pour l'État congolais de revoir un peu cet aspect des choses et retourner à la normale dans le sens qu'il va falloir recourir par exemple à l'équilibrage des choses. C'est vrai, imposer la taxe pour que notre budget soit financé
normalement, mais il faut aussi écouter les opérateurs du secteur qui veulent quand même investir, qui veulent quand même continuer à opérer, à exercer à RDC. Mais le gouvernement devra aussi décourager ces pratiques de commerce illicite, de contrebande, pour que la population ne puisse pas consommer des produits issus de cette industrie illicite qui apporte des conséquences néfastes non seulement sur la santé, parce que quand vous consommez des produits qui n'entrent pas par des voies légales, ça a des conséquences sur le plan sanitaire. Mais si ce sont des produits légalement reconnus au pays, l'OCC a fait son travail normalement, alors là, nous sommes dans le bon et la population est préservée. Voilà, à la fin, il s'agira de protéger la population et comme on dit, trop d'impôts tue l'impôt, trop de taxes tue la taxe. José Junior Ouawa, c'est une question que vous avez suivie aussi particulièrement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au-delà de ce que Théodore Ngando dit? Je marie certainement, soit entièrement ce que Théodore était en train d'avancer. Mais dans ces secteurs-là, je voulais tout simplement ajouter que vous vous souvenez de la loi cadre sur la santé publique de 2018, décembre 2018. Il a été indiqué, il a été demandé à toutes les entreprises, tous les investisseurs qui investissent dans ce secteur du tabagisme, de pouvoir opérer à l'étiquetage de leurs produits tabacicoles et aussi de pouvoir faire en sorte que les produits qui sont commercialisés contiennent ces étiquettes-là et puis une certaine, c'était avec l'objectif de pouvoir renforcer la traçabilité dans les secteurs parce que l'objectif in fine de l'État congolais ou de l'État conformément aux recommandations, aux observations de l'Organisation mondiale de la santé, c'était plutôt de pouvoir décourager les investissements dans ces secteurs-là, décourager la consommation excessive du tabac. Je pense que de moment tu vas l'aborder, mais au moins c'était justement pour renforcer plutôt l'idée, c'était une question de santé publique sur l'espace public de la RDC, parce que l'OMS a constaté qu'à travers le monde, il y a eu beaucoup plus de maladies cardiovasculaires qui ont été, dont le tabagisme a été à l'origine. Il fallait lutter contre ça. L'OMS a fait beaucoup de pression sur le gouvernement de Kinshasa depuis 2015, depuis 2008, 9, 10, 15, et puis l'OMS a exigé finalement que la RDC, mais finalement en 2018, vers la fin du règne du président Kabila, il a été à l'Assemblée nationale, une loi a été votée pour justement que nous puissions avoir cette loi cadre qui permettait de pouvoir réorganiser un peu les choses dans le secteur du tabagisme, de l'industrie tabacicole. Aujourd'hui, effectivement, comme Julie tentait de le dire, il fallait avoir l'étiquetage sur tous les produits qu'on importe. Il fallait avoir toute la traçabilité nécessaire dans les secteurs. Malheureusement, il s'est avéré qu'il y a ce qu'on a appelé le marché noir qui s'est développé sérieusement parce qu'il y a des gens pour contourner justement les contrôles étatiques dans les secteurs. Vous avez vu déjà le marché noir qui à un certain moment aujourd'hui pour qu'un opérateur... Qui alimente la criminalité. Effectivement. Donc, vous voyez, il y a un opérateur économique qui investit dans les secteurs. Il a 50 millions de dollars, il veut investir dans les secteurs. Il voit qu'avec la taxation, il peut payer peut-être les pourcentages nécessaires des données. Il pourra peut-être mieux le dire que moi parce qu'il est dans les secteurs de l'économie beaucoup plus que tout le monde ici. Mais voyez que la taxation qui a été imposée, à un certain moment, ça a asphyxié les opérateurs économiques qui ont recouru malheureusement pour certains d'entre eux dans les secteurs de la contrebande, les secteurs du marché noir. Aujourd'hui, avec le marché noir, vous allez trouver dans tout le poste frontalier de la RDC, vous allez à Kasumbalesa, vous allez dans le poste de Ariwara, un peu partout avec le Rwanda, un peu dans les 9 frontières de la RDC et d'autres frontières, les frontières clandestines. Il y a toujours des postes de contrôle, il y a des postes clandestins, des postes de passage clandestins qui permettent à ces opérateurs clandestins de pouvoir justement opérer à toute impunité pour faire entrer leurs produits. Malheureusement, ça se fait avec la complicité, mais selon nos sources, c'est avec la complicité de certains opérateurs, certains agents locaux de la direction des douanes que nous avons dans le pays, les services de contrôle, pour être beaucoup plus précis, les services de contrôle dans le pays, au niveau des frontières, et par moment, il s'avère que quand vous amenez la production, il y a des opérateurs, les machines tombent justement en panne justement quand les produits arrivent. Et on peut dire que là, j'amène de l'eau,
Et on contrôle finalement de l'eau, oui, peut-être de l'eau, mais en sommet, il y a toujours des histoires qui se passent. Il y a la cigarette qu'on fait entrer, les machines tombent en panne. Mais finalement, après que l'opérateur soit passé avec ce produit, par la suite, on trouve qu'effectivement il transportait de la cocaïne, la cocaïne, et on parle des cigarettes et tous ces dérivés, les produits peut-être naturels pour produire. C'est ça la difficulté que nous avons. Et aujourd'hui, on dit justement ces marchés noirs-là fait perdre à l'État, le gouvernement mondial à travers le monde, c'est autour de 50 milliards de dollars. Chaque année, ouais. Chaque année. Aujourd'hui, la RDC n'est pas épargnée, avec quand on connaît qu'on est autour de 100 millions d'habitants. On peut dire 10% de la population consomme la cigarette. Je suppose que c'est la cinquantaine de milliards que nous avons, qu'on a pu documenter jusque-là. Et une partie réserve au trésor public. Donc il y a beaucoup plus de choses à faire dans ce secteur. Très bien, vous n'avez pas tort de citer la cocaïne parce que généralement, lorsque les substances légales sont, on va dire, imposées de manière excessive, il y en a qui recourent à des substances qui sont illégales, justement la cocaïne et autres. Dont Matt, on parle des questions de tabac. C'est vrai que pour ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas avertis peuvent penser qu'on parle seulement de tabac, mais ça touche à la santé des gens. Et justement, ceux qui recourent à des substances qui ne sont pas autorisées s'exposent à des maladies. Vous qui avez aussi un regard du côté de, on va dire, un regard un peu de côté santé, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, je vais un peu résumer, faire comme une carte avec mes mots. En fait, on a au départ l'OMS qui dit il faut quand même taxer un peu le société tabassicole parce que, vous le savez mieux que moi, que fumer est préjudiciable à la santé. Oui. Mais en cela, l'OMS ne dit pas qu'il faut surtaxer de n'importe comment. Alors nous, en faisant une surtaxation exagérée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on favorise? En fait, comme l'a expliqué M. Théo et Junior, c'est qu'on laisse libre cours au commerce illicite. Et quand il y a commerce illicite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle. Et donc, même le peu d'exigences qu'il nous fallait observer, on ne peut plus les observer. OK? Et le producteurs vont en profiter pour utiliser n'importe quelle matière pour fabriquer le tabac et ses produits. Regardez par exemple aujourd'hui, circuler la nuit sur Nyangwe, Oshwe, à Kingabwa, à Victoire, dans tous les bars pratiquement, et même dans nos maisons, hein, vous verrez même des jeunes chaque week-end transporter ce qui sert pour prendre de la chicha. Ok? Aujourd'hui, c'est un produit de tabac qui est hyper consommé. Mais on ne sait pas en réalité retracer d'où est-ce que ces produits-là, avec lesquels on fabrique tout ce qu'on a comme chicha ici, d'où est-ce que ces produits proviennent? Et cela favorise quoi? Ça favorise premièrement, regardez, ce sont la plupart des jeunes qui prennent ça, donc ça favorise la dépendance dès le bas âge au tabac, ce qui peut entraîner des morts prématurées. Ne soyons pas surpris que dans 5 ans ou 10 ans, que nous puissions avoir des taux de mortalité. Des mortalités dues aux maladies telles que des maladies non transmissibles telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires, parce que les jeunes commencent à consommer les tabacs très tôt. Et ces tabacs-là est consommé très tôt sans pour autant que nous puissions en connaître les produits à la base de leur fabrication. Et c'est en ça qu'il y a une obligation pour l'État de revoir sa manière de taxer pour créer de l'équilibre afin que tout ce qui doit entrer comme produit de tabac soit observé, scripté pour décourager le commerce illicite qui va conduire à tous ces mots-là. Voilà, on va terminer cette émission. Dieu donné Wanali, il nous reste très peu de temps. On va vous exhorter de nous parler pendant 1 minute. Alors, on parle bien de taxe d'accise, hein, une taxe d'accise qui était de 60%, qui est passée
de 60 à 100%. Il y a même une autre qu'on appelle une surtaxe additionnelle de 20%. Mais au-delà de toute cette fiscalité excessive, il y a des opérateurs qui contournent justement, cette taxation et qui sont en train de tuer l'économie congolaise en fait. Vous, avec votre regard des journalistes économiques, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Bon, j'ai aimé une phrase que vous avez prononcée en introduction. Trop d'impôts tue d'impôts. La question que nous nous posons, l'État congolais a-t-il besoin d'une fiscalité excessive à des taux asphyxiants et l'industrie naissante, ou bien l'État veut des taxes qui soient accessibles à tout le monde, mais allergies à la matière imposable et qui touchent tout le monde pour que personne n'échappe à l'impôt. Moi, je pense que l'intérêt pour l'État congolais, c'est d'avoir beaucoup de contributeurs qui payent les impôts et taxes et générer des milliards et des milliards de dollars, et pourquoi pas demain avoir un budget qui dépasse 100 milliards de dollars, Donc un équilibre. qui est détaxer les petits groupes d'opérateurs économiques à des taux asphyxiants et favoriser l'évasion fiscale. Je pense que le choix est clair. Mais vous parlez de la fiscalité qui explose, qui augmente d'année en année. N'oubliez pas pourquoi l'État a instauré cette fiscalité. J'ai fait une petite recherche sur Patrick Ilunga. La loi numéro 18/00D du 13 mars 2018 portant code des assises, publiée dans le journal officiel de la République démocratique du Congo en date du 18 avril 2018, numéro spécial en page 5, énumère un certain nombre de produits qui sont soumis au droit d'assises. Le législateur, les faisant, a voulu protéger les consommateurs congolais contre l'usage ou la consommation massive de certains produits qui sont nocifs pour la santé. Il y a les alcools dépassant certains pourcentages, il y a les cigarettes, et les matières premières pour la fabrication de certaines boissons gazeuses et même des bières. Et cette liste n'est pas exhaustive. Maintenant, le problème se situe à quel niveau? Il y a 10 ans, 15 ans, il y avait une industrie naissante de cigarettes en République démocratique du Congo. Notre pays, à part les cigares, nous étions autonomes, indépendants. La RDC, à l'époque Zaïre, ne pouvait pas importer des cigarettes. Mais si aujourd'hui nous importons des cigarettes, c'est à cause de quoi? C'est à cause de plusieurs facteurs. Vous avez trop d'impôts qui tuent l'impôt, qui tuent la fiscalité. Deuxièmement, vous avez l'absence de l'énergie électrique. Tous les industriels se plaignent. Troisièmement, vous avez nos frontières qui sont poreuses. Tout le monde peut importer des marchandises, tout en sachant que non, si je pars avec ça du côté de Kasumbalé, ça, il y a un endroit qu'on appelle phénomène Bilanga, on va m'aider à faire passer ça. Si je fais passer ça vers Aru, ma marchandise va passer sans payer des taxes. Et pourtant, l'État investit des millions et des millions de dollars américains pour équiper ses régies financières, en l'occurrence la DGDA, la DGI. On nous dit souvent que la DGDA a des antennes, des caméras partout pour surveiller les entrées des marchandises. Mais malheureusement, il y a certaines marchandises de contrefaçon qui entrent par les mailles des filets et qui se retrouvent sur les marchés. Concernant les marchés maintenant du tabac, vous allez voir... La contrefaçon, ce n'est pas le travail de la DGDA, c'est le travail de J'arrive. Non seulement la DGDA, l'OCC aussi ne fait pas bien son travail. Le fait de ne pas bien faire son travail, nous participons à la mort de l'industrie du tabac, nous participons à la mort des activités, même des importateurs qui sont dans ce secteur du tabac. Voilà. Parce qu'il est prouvé qu'il y a du tabac, de la contrebande, qui vient des Émirats arabes unis, qui vient de l'Ouganda, qui entre en République démocratique du Congo sans payer les droits des douanes et des taxes. Et cette situation ne favorise pas les activités des opérateurs sérieux qui travaillent dans le respect de la loi et qui payent les impôts et taxes, qui ont du personnel rémunéré
et qui ont des charges fixes. Et dans ces conditions, comment ils vont vendre et répondre à leurs obligations fiscales. C'est pour cela que nous appelons l'État congolais à mettre de l'ordre dans ces secteurs, mettre fin à l'importation illicite du tabac de la contrefaçon et surtout à sécuriser nos frontières. Voilà. C'est en tout cas la fin de l'émission. Excusez-moi de vous couper un petit peu brutalement. On a dépassé le temps qui nous avait été imparti. Justement, sur cette question, vous avez bien vu que la British American Tobacco, ce qu'on appelle BAT, a dû fermer même ses portes à cause de on va dire, de la fiscalité excessive. En tout cas, et de la concurrence aussi déloyale. Voilà. Du tabac de contrefaçon. Voilà, vous avez vu les tabacs de contrefaçon avec des drogues qu'on a vu, qu'on appelait Bombay. Vous avez vu c'est une tout situation, vous avez la parole, ravage. C'est justement, il y a une situation générale, ce n'est pas seulement le secteur du tabac. Vous savez que c'est une situation globale dans le pays parce qu'aujourd'hui, on nous chante par tous les ministres des Finances qui arrivent dans ce pays, la mobilisation des recettes. La mobilisation des recettes, ça veut dire l'asphyxie, la surtaxation sur tout ce qui est produit à travers le pays et la conséquence, c'est la fuite justement de ces opérateurs à l'extérieur du pays parce que nous taxons trop cher. Et finalement, l'économie ne s'est pas... C'est le même problème aussi dans le secteur brassicole. Donc, là, vous voyez des boissons venant de l'Angola. Il y a ce sérieux problème dont il faut régler. Non, il faut vraiment que le dise clairement comme ça parce qu'il y a toujours ce problème-là. Il faut que l'État puisse investir, favoriser les conditions pour justement promouvoir l'économie de particuliers, les secteurs privés pour justement soutenir l'économie nationale. Merci bien, merci à tous. Merci à José Junior Owawa, merci à Dieudonné Wanali, merci à Don Mat et merci à Théodore Ngandou pour vos analyses toujours profondes. Géopresse, c'est ici la fin de parcours. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.